c'est le capitalisme qui a gagné, hein, il a gagné partout, et que le triomphe planétaire du capitalisme, c'est plus que le triomphe de l'économie de marché. C'est un triomphe culturel. Ça veut dire le fait que, probablement, aujourd'hui, on pense avec le modèle du capitalisme. Et que, c'est-à-dire que tout se pense en termes de compétition, de concurrence, de performativité. Et le fait qu'on voit, vous en avez un certain nombre d'exemples, le capitalisme, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Hein. Marx le remonte au Moyen-Âge. La main invisible, c'est le XVIIIe siècle. Hein. Bon, tout ça, c'est une longue histoire. Mais si on s'en tient au XIXe et au début du XXe siècle, on voit que le marché, il a des limites. Alors, par exemple, en tout cas dans la vieille Europe, le sport, l'art, le musée, l'école. Voilà des sphères qui, en grande partie, sont hors marché. C'est fini, ça. Aujourd'hui, on va parler d'art business, de sport business. Les musées doivent avoir ils ont des objectifs de rentabilité, etc., etc. L'école, maintenant, c'est des classifications, c'est la lutte à mort pour capter un public mondial d'étudiants dans les universités, le classement de Shanghai et autres et autres. Donc, vous avez un modèle compétitif aujourd'hui qui a annexé ce qui autrefois était en dehors. Donc, triomphe du capitalisme qui crée alors, en effet, une véritable culture monde, puisque c'est la culture, à part la Corée du Nord, bon, c'est la culture de tout le monde. Bon. Deuxièmement, c'est le formidable développement de la technoscience qui fait que aujourd'hui, là où il y avait des réponses spirituelles, par exemple, ou traditionnelles, c'est aujourd'hui la science, la technique, dans toutes ces ramifications qui prend en charge les problèmes que nous avons. Et la technique, c'est ce qui crée un langage planétaire. Se servir d'une carte de crédit, d'un smartphone, c'est par-delà les cultures traditionnelles. C'est les mêmes gestes, les mêmes types d'attitudes qui fait que ces phénomènes-là sont devenus planétaires. Les techniques autrefois, non, c'était des techniques liées à des cultures. Des techniques agricoles, c'était les Touaregs, c'était pas la culture des Esquimaux, etc. Aujourd'hui, le smartphone, l'ordinateur, la voiture, c'est le fonctionnement est le même, hein, à l'échelle planétaire. Prendre une pilule pour une femme, dans n'importe quelle culture, c'est pareil. Alors qu'avant, il y avait des prières, tout ce que vous voulez, tout ça était très lié aux religions, etc. C'est devenu technique. C'est la technique qui fait la loi du monde. Troisièmement, en effet, alors je vais passer vite, là, on va pas revenir sur la consommation, mais la consommation est devenue une culture planétaire, que chacun le voit. Juste pour donner un exemple, vous allez dans toutes les grandes villes, vous retrouvez les mêmes marques. Donc si vous voulez, vous avez une mondialisation des marques, mais qui ne veut pas dire d'ailleurs homogénéisation, c'est plus compliqué, il peut y avoir des différenciations par ailleurs, mais le fait est, c'est que les entreprises, les multinationales, les grands groupes sont partout, à tous les niveaux, et qui créent une véritable culture de consommation, même dans les pays où une grande partie des gens n'ont que 1 ou 2 dollars pour vivre. Parce que par les instruments de communication, désormais, il y a la connaissance de cela. Et que ce n'est plus normal. Donc la culture de la consommation, ça passe par là. Quatrièmement, il y a une culture planétaire qui tient aux médias et aux nouvelles technologies. Alors là, l'histoire est ancienne, elle remonte au cinéma, au début du siècle. C'est le formidable essor
de la culture médiatique, cinéma, télévision, maintenant l'ordinateur, la tablette, le smartphone, c'est pas les mêmes d'ailleurs, c'est pas les mêmes logiques, hein, mais qui fait que le XXe siècle a inventé une culture mondiale, au sens propre, c'est que les films américains, déjà dans l'entre-deux-guerres, sont diffusés sur la planète, les grandes stars sont adulées sur toute la planète, on rêve de Greta Garbo dans les années 30, partout. Il y a les images qui se sont diffusées, et c'est une culture monde. Pourquoi? Parce que le cinéma a créé ce qu'on a appelé, dans certaines études sociologiques, et le concept me paraît très intéressant, un art de masse. Un art de masse, ça veut dire quoi? Pas seulement qu'il s'adresse à tous, à toutes les couches, mais surtout qu'il ne requiert aucune culture particulière. Il se crée une sorte de conscience planétaire qui ne veut pas dire du tout unité planétaire, il y a des conflits, mais simplement, s'il y a un virus à l'autre bout du monde, vous savez qu'en 2 jours, en général, ça va arriver, et que les problèmes aujourd'hui de la température, le réchauffement planétaire, ça concerne tout le monde. Alors, et enfin, le dernier, et c'est pas le moindre, c'est l'individualisation. Ça dépend ce qu'on entend par fin de l'histoire. Si on le prend comme le fait Fukuyama, selon le modèle de Kojève et de Hegel, c'est-à-dire au fond sur le modèle de la liberté du monde libéral, le fait qu'il n'y ait plus de contre-modèle peut justifier l'idée de fin de l'histoire. Mais la question, c'est est-ce que l'histoire se réduit à la dimension économique et politique? Est-ce qu'il n'y a que le marché et l'État démocratique? Si on peut dire que l'histoire libère les hommes des anciennes contraintes collectives, religieuses, avec un monde de compétition sur le marché, et d'autre part, un monde de liberté avec le suffrage universel et l'alternance politique, d'accord, parce que probablement, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de contre-modèle véritable à ça, il y a une véritable aspiration à ce modèle-là. Mais je crains que ce soit un modèle trop réducteur. Pourquoi? Parce que, par exemple, tout le monde reconnaît, il y a une reconnaissance du principe de l'autonomie, de la liberté. Mais j'en parlais tout à l'heure. Par exemple, le destin des femmes, l'histoire des femmes. Qui peut penser que ça s'arrête là aujourd'hui? C'est pas parce que tout à coup il y a eu les droits à la contraception et puis que les femmes maintenant ont le droit de travailler que les choses vont s'arrêter. On ne sait pas du tout. Premièrement. Deuxièmement, la science, la technique, le deuxième point, c'est un tout petit... Nous sommes qu'au tout début de cette aventure. Qu'est-ce que va être le pouvoir des nanotechnologies? C'est rien, c'est 10 ans, 15 ans qu'on est là-dedans. Il y a déjà des mythologies qui se lèvent sur l'allongement inévitable de la vie. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'impensable. La deuxième thèse, le choc des civilisations, alors là, il me semble qu'il y a une erreur de fond. Parce que justement, il ne voit pas qu'au contraire, la globalisation signifie en fait rapprochement des cultures. Parce que justement, toutes les cultures s'alignent sur ces structures de fond. Je vais vous donner un exemple parce qu'il est extrêmement intéressant. Choc des civilisations, souvent on va mettre les cultures islamiques contre l'Occident.
D'ailleurs, c'est le discours revendiqué hein, par en tout cas le fondamentalisme islamique. Mais prenons un exemple, l'Iran. L'Iran, il y a un vrai problème, on n'est pas encore tout à fait sorti, hein, le conflit sur l'atome, etc., etc., la démonisation de l'Occident et de l'Amérique, etc. Bon, les femmes portent le voile. C'est une sorte de culture qui semble à l'opposé du modèle libéral qui est le nôtre. Mais il faut faire la distinction entre le discours politique, officiel, et ce qui se passe dans la société. Dans la société, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de femmes en Iran qui sont scolarisées et qui sont à l'université. C'est-à-dire l'émancipation. Deuxièmement, phénomène encore plus important, les femmes portent le voile. Donc, d'une certaine manière, elles sont obligatoires. Donc, elles sont soumises à une loi qui ne vient pas d'elles, mais qui vient de la tradition, d'une lecture que l'on fait du prophète, etc. D'accord. Mais en même temps, le taux de fécondité des Iraniennes est équivalent à celui des Françaises. Il faut le savoir. Ce n'est pas le choc des civilisations. C'est que de fait, la dynamique d'individualisation, elle est à l'œuvre déjà, même là. Même lorsque, apparemment, tout nous oppose. Et c'est vrai sur le discours. Mais dans les pratiques, ça veut dire quoi? Les femmes reprennent le contrôle sur elles-mêmes, sur leur corps. Ça veut dire un nouvel équilibre dans la famille. Elles ne subissent plus la loi de la nature. C'est le propre de l'individualisme. Le fait que, là, les femmes ont un pouvoir sur elles-mêmes, de décider. C'est le contraire absolu de la tradition. Il y a, je crois, une très forte convergence des civilisations, beaucoup plus qu'autrefois, en raison justement de la puissance des 5 points de la culture monde. Écoutez, je prendrai que 2 exemples pour pas. Regardez les grands débats que nous avons récemment. Ce ne sont pas des débats de type utilitariste. Il y a des débats utilitaristes sur le pouvoir d'achat, etc. Mais prenez le débat sur le mariage gay. C'est des visions du monde. L'idée que tout à coup, le capitalisme aurait réussi à évacuer la dimension éthique, je pense que c'est une erreur. Nous communions aujourd'hui, en gros, il y a un consensus sur les droits de l'homme à peu près, hein, mais pas sur leur traduction. On est en désaccord à peu près sur tout. Les Américains légitimes et ont officialisé les mères porteuses, mais pas nous. Il y a un débat. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que pas bien? Deuxièmement, un troisième exemple, récemment encore, et avant-hier, on vient de voter au Parlement la pénalisation des clients des prostituées. Mal. Ben non, en fait, ça peut être... enfin, en gros, ça sera quand même les hommes. Enfin, c'est pas un débat utilitariste. C'est sur la dignité de la femme, sur la prostitution, etc., etc.